En fait, parler de la cour de Versailles n'était pas vraiment une première pour moi parce que j'avais écrit un livre sur les castrats à la cour de Versailles qui s'appelait La Maison des Italiens et qui faisait un parcours un peu sur la présence des chanteurs italiens depuis Mazarin jusqu'à Louis XVI et Marie-Antoinette, justement. Donc, j'avais eu cette approche, mais bon, c'était évidemment, la période était moins concernée. Et puis après, c'est en discutant avec des historiens, justement, y compris des spécialistes de Marie-Antoinette, et puis enfin bon, différentes personnes passionnées par l'époque, que je me suis rendu compte en effet qu'il y avait vraiment très 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 peu de choses, pour ne pas dire presque rien, sur les liens entre la reine et la musique, parce que moi qui ai lu tellement de biographies, je reconnais qu'il y a quelques lignes ici, un paragraphe là, une demi-page ailleurs sur la musique, parce qu'évidemment, on va à l'essentiel qui est la grande histoire politique. Et moi, je suis historien de la musique, donc je pensais qu'il y avait là, du coup, vraiment une matière, c'est-à-dire aborder sous un angle différent la reine tellement travaillée par des historiens, mais peut-être ça pouvait apporter un éclairage nouveau sur le personnage. Et puis finalement, de fil en aiguille, les choses se font de façon empirique. Hein. C'est ça la recherche. C'est que plus on trouve des choses, plus on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses à raconter et que 400 pages n'étaient pas de trop pour parler de ce lien entre Marie-Antoinette et la musique. Alors, on sait bien que l'enfance est très importante dans la vie de quelqu'un et notamment sur le plan musical, elle est dans une famille qui baigne complètement dans la musique, avec un grand-père qui est un musicien chevronné, Charles VI, empereur d'Autriche, qui joue du clavecin, qui peut accompagner n'importe quel opéra en déchiffrant, et qui dirigeait l'orchestre de la cour. Une mère, Marie-Thérèse, qui adore la musique, qui a elle-même fait beaucoup de clavecin, qui a pris des cours, qui chante, qui a une belle voix d'alto, nous dit-on. Et puis surtout, tous les frères et sœurs, dont je rappelle qu'il y a 16 enfants et que Marie-Antoinette est la 15e sur 16, tous les enfants de la famille impériale font, sinon de la musique, du moins ce que j'appellerais au sens très large les arts du spectacle, parce que ça, c'est une tradition dans cette famille de mettre les enfants sur scène très jeunes pour des fêtes familiales, pour des fêtes dynastiques. Les uns vont réciter un compliment ou lire un poème, les autres vont danser, d'autres vont chanter, tout ça en fonction des âges. Donc, participer à des spectacles, participer à des événements qui mettent en scène, en quelque sorte, les archiducs et les archiduchesses de la famille, c'est une grande tradition. Et donc, Marie-Antoinette, à 5 ans, à 10 ans, elle est sur scène dans des petits spectacles selon son niveau. Et donc, elle a été environnée par cet art théâtral au sens large. Et c'est pour ça que théâtre, musique, danse, chant, tout ça va faire vraiment, je crois, l'environnement de la reine pendant toute sa vie, sans parler des cours qu'elle a pris avec Gluck quand elle était donc archiduchesse d'Autriche. Donc, quand elle avait 10 ans, 12 ans, elle a étudié le clavecin et le pianoforte avec Gluck. C'est beaucoup plus difficile de dire si elle a vraiment touché la harpe et si c'est très peu ou beaucoup, mais le chant, ça c'est sûr, le clavier, c'est aussi certain. Et donc, elle arrive avec un bagage qui est celui d'un honnête amateur. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle arrive avec une passion pour la musique, qui est un des domaines dans lequel elle excelle. Oui, alors écoutez, on peut prendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on peut, bonne musicienne, c'est très difficile d'évaluer son niveau. Moi, je pense que c'est une bonne harpiste tout de même, parce que par les pièces qu'elle joue, puisqu'on sait des pièces qu'elle a jouées, et quand on regarde aujourd'hui ce que sont ces pièces, à moins de les avoir massacrées, ce que personne ne nous dit, et croyez-moi que les mauvaises langues de Versailles auraient su nous le dire, je pense que pour jouer certaines pièces, pour jouer l'ouverture d'Alceste ou autre à la harpe, il faut avoir un certain niveau, ce qui ne fait pas de vous du tout une musicienne professionnelle, évidemment. Moi, je la considère comme un amateur éclairé, un amateur d'assez bon niveau sur le plan de la harpe, et c'est certainement là qu'elle est la meilleure, mais je pense qu'elle est aussi assez bonne pour le clavecin ou le pianoforte, c'est-à-dire tout ce qui touche au clavier, parce qu'elle elle s'accompagne en chantant, elle a beaucoup travaillé l'instrument. Ce qui est vraiment frappant pour moi dans ce livre, c'est cette constance à pratiquer la musique. Et donc, à la pratiquer, ce ça ne veut pas donc dire simplement toucher quelques notes, ça veut dire approfondir, essayer de se perfectionner, de progresser
progressé. Et ça, je suis certain que sur le plan de la harpe et du piano, elle a vraiment été, on va dire, une bonne musicienne amateur. Après, vous m'avez posé la question de la compositrice. Et là, c'est vraiment anecdotique dans la vie de Marie-Antoinette. C'est quelqu'un qui a en effet, a priori, il nous laisse 2 romances et le texte d'une troisième. C'est très peu de choses. Si vraiment elle a écrit, par exemple, C'est mon ami, eh bien alors bravo. Mais il faut se dire que c'est ultra simple, que c'est une romance complètement dans l'air du temps, sans aucune innovation particulière. Si elle s'est fait aider par son professeur de l'époque, qui était Chardin, eh bien, c'est tout à fait possible aussi. À mon avis, ça, c'est totalement anecdotique. On ne fera jamais de Marie-Antoinette une compositrice importante. En revanche, pour ce qui est du chant, alors là, c'est plus compliqué parce qu'on a vraiment des avis très différents, hein, puisque selon les uns, elle chante pas très juste, et pour d'autres, elle chante tout à fait honorablement. Et voilà, à mon avis, elle chante tout de même. Je pense que c'est le propre des amateurs éclairés, c'est que ça n'est jamais parfait, parce qu'il n'y a aucune prétention à monter sur scène, à faire un spectacle ou à se penser soi-même comme une diva ou une prima donna. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Qu'il y ait des ratés, c'est certain, mais alors qu'elle ait aimé chanter, alors ça, c'est une évidence. Et comme elle aime passionnément le théâtre, je crois que c'est dans cet art de l'opéra comique qu'elle a excellé, et on nous dit qu'elle n'a jamais été aussi bonne que dans le rôle du devin de village de Jean-Jacques Rousseau, où il faut donc parler et chanter. Donc je crois que c'est cette association des arts qui faisait d'elle un très bon amateur. Alors, la reine est certainement a joué un rôle considérable pour cet instrument qu'est la harpe, non pas parce que ce soit nouveau, non pas qu'elle ait lancé quelque chose qui soit nouveau. La harpe existe depuis déjà longtemps. Les perfectionnements de la harpe ont été faits déjà bien à plusieurs décennies avant par Hofbrucker, et donc la harpe qu'on appelle aujourd'hui un simple mouvement de pédale. Hein, et on sait bien que les tantes de Louis XVI pratiquaient la harpe. Elles ont même été formés par Beaumarchais qui leur donnait des cours. On a différents portraits de harpistes qui sont antérieurs, donc ce n'est pas ça qui est nouveau. En revanche, là, je suis absolument intimement persuadé qu'en 20 ans de règne, la harpe a fait autant de progrès qu'en un siècle. Parce que le fait d'avoir une reine harpiste est vraiment passionnée par cet instrument, fait qu'autour d'elle vont se greffer des facteurs d'instruments qui vont évidemment vouloir faire progresser la technique, proposer à la reine des prototypes de nouvelles harpes, notamment dans toute la technique, vous savez, pour tirer les cordes, que je ne vais pas expliquer là parce que c'est très technique, mais là, c'est inimaginable tout ce qu'on aura pu inventer en quelques années sur la manière de traiter le passage d'un demi-ton supplémentaire sur le plan donc des comment dirais-je, des maillets qui étaient en haut. Et puis surtout, on va inventer même des choses complètement folles comme une harpe à 14 pédales qui n'aura aucun succès, mais on va aussi inventer pour elle une harpe avec des panneaux à l'arrière qui s'ouvrent et se ferment et donnent un son de piano ou forte, comme le piano, vous voyez, plus fort ou moins fort. Et à la fin du compte, par exemple, cette technique-là va durer jusqu'au XXe siècle. Donc, si je résume, on n'a jamais tant imaginé, inventé de procédés nouveaux sur le plan technique. On a vraiment fait de cet instrument un instrument à la mode. Quand elle arrive, il y a 4 professeurs de harpe à Paris. Quand elle va mourir, il y a 48 professeurs de harpe. C'est un instrument que tout le monde veut pratiquer. C'est le propre des souverains dont on veut imiter les goûts. Hein, bien sûr, c'est-à-dire que, comme dit d'ailleurs Philippe Beaussan, il dit elle ne se rend pas compte de tout ce qu'elle entraîne derrière elle. Parce que Marie-Antoinette n'arrive jamais en disant vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout changer, je vais tout transformer, l'art va devenir ceci ou ça. Pas du tout. Elle joue, elle est passionnée, elle travaille tous les jours, elle s'entoure des bonnes personnes et tout le monde a envie de lui proposer des perfectionnements. Donc elle entraîne dans son sillage quelque chose et je pense que la harpe est vraiment l'instrument roi de son temps. Gluck et Piccini sont vraiment 2 compositeurs qui ont particulièrement marqué le règne. En fait, si je résume, la reine va vraiment tout faire pour ouvrir un peu
donner de l'air à un répertoire qui était resté très franco-français dans le domaine de l'opéra depuis Louis XIV. Cette tragédie lyrique française était, je dirais, un monobloc qui avait évolué, bien sûr, avec le temps, mais qui laissait absolument aucune place aux étrangers et qui vivait un peu sur elle-même et qui tendait à se scléroser. Ça, elle l'a très, très rapidement compris. Et donc, son objectif n'est pas du tout d'en finir avec le répertoire français, pas du tout. Il y a eu des créations, il y a une tragédie de Le Moine, par exemple, qui est un Français qui s'est faite à la cour, et ça, c'est aussi très important. Mais en ouvrant aux Allemands, aux Italiens, en invitant des musiciens tchèques, puisqu'il y en a eu pas mal qui sont venus la voir, en encourageant aussi l'opéra comique français à travers une figure belge comme Grétry, elle a essayé voilà, d'ouvrir, d'internationaliser le répertoire musical. Et ça, je crois que c'est vraiment une chose qu'on peut mettre à son crédit. La France avait besoin de ça. Par exemple, les œuvres de Gluck qui vont tellement changer le répertoire, parce que Gluck vraiment va proposer une réforme qui est très, très intéressante. Mais cette réforme n'aura pas seulement un intérêt pour les Français eux-mêmes, par exemple, à ceux qui vont travailler en France par la suite, comme Spontini sous Napoléon Ier, mais ça va avoir, par exemple, une influence très grande sur Mozart, qui, après avoir passé 6 mois à Paris, va retenir énormément de leçons des opéras de Gluck dans son opéra Idoménée, par exemple. Donc voilà, je crois qu'elle a voulu ouvrir ça. Alors, elle n'a pas invité elle-même Gluck. Gluck avait proposé de venir et elle a simplement été consultée et elle a trouvé que c'était une très bonne idée puisque c'était son professeur quand elle était enfant. Mais en revanche, elle a invité Piccini et d'autres Italiens, et toujours avec cet objectif de proposer des œuvres nouvelles, de lancer ses compositeurs, d'essayer de faire en sorte que le répertoire s'ouvre, montre des facettes très très différentes, qu'on respire un petit peu. Je crois que c'est vraiment ça qu'elle voulait. Les Italiens, il y a 3 Italiens qui ont vraiment marqué le règne de Marie-Antoinette. Il y a Piccini, donc, qui a écrit des merveilles. Je dois dire que l'opéra qui s'appelle Didon de Piccini, c'est vraiment un des très, très grands opéras de l'époque. Et c'est un opéra qui a été créé à la cour, pour lequel elle a énormément influé. Et elle a énormément fait, je reviens là-dessus, sur la popularité des opéras de Gluck, parce que ces opéras de Gluck étaient menacés de fiasco au point de départ. C'était trop nouveau, c'était trop dérangeant. Et d'ailleurs, les partis franco-français ont savonné au maximum le plancher pour que Gluck n'y arrive pas. Donc, en applaudissant, alors que ça ne se faisait jamais à l'époque, en applaudissant pendant le spectacle, elle a contribué à lancer la première et la deuxième représentation d'Iphigénie en Aulide, d'Armide. Et après, il n'y avait plus besoin d'elle. Le succès était là. Et voilà comment elle a procédé. C'est-à-dire qu'elle a encouragé au point de départ, elle a aussi aidé à résoudre les problèmes qui empêchaient les compositeurs d'être joués, et c'est là que son rôle est très important. Mais ce n'est pas un rôle d'historienne de la musique qui aurait soupesé les avantages de la réforme de Gluck, pas du tout, c'est pas ça. Et puis quant à Sacchini, c'est un personnage qui parlait bien le français pourtant, mais qui était très malade, qui était, dit-on, 6 mois de l'année malade, et donc cet homme-là a eu beaucoup de difficultés avec le parti franco-français qui essayait là encore une fois de tout faire pour le faire tomber. Elle l'a soutenu, mais ce qui est plus triste, c'est qu'à la fin, c'est un défaut de la reine. Elle a beaucoup de qualités, mais elle a des défauts. Et parmi ces défauts, celui de se précipiter trop, de prendre des décisions trop rapides qui n'ont pas été suffisamment pensées. Et donc, en voulant créer l'opéra de Sacchini, Oedipe à Cologne, pour le nouveau théâtre de l'Aile Neuve, le théâtre d'Hubert Robert, pour l'inauguration. Le théâtre n'est pas prêt, les plates ne sont pas secs, la machinerie n'est pas prête, on n'a pas pu faire les bonnes répétitions, et c'est un fiasco. Alors, évidemment, c'est très triste, et la reine aussi en souffre pour lui. Alors, elle lui propose de le donner à Fontainebleau pendant l'automne. C'était la grande saison d'opéra à Fontainebleau, à la cour, c'était essentiel. Et finalement, c'est là qu'on voit qu'à un moment difficile de sa vie, ces années qui sont celles du collier, de l'affaire du collier de la reine, où elle est déstabilisée, où naturellement le parti français va tout faire pour lui dire qu'il ne faut pas monter cet opéra de Sacchini, la reine
reine va céder. Et quand elle annonce à Sacchini que on ne reprendra pas son opéra alors qu'il avait mis tous ses espoirs dessus, ben Sacchini est complètement perturbé et 3 jours après, il fait une crise cardiaque. Alors quand on fait une crise cardiaque, on ne peut jamais savoir si la raison c'est ça ou s'il l'aurait faite de toute manière. Mais évidemment, on n'a pas pu s'empêcher à l'époque de voir un lien entre ce lâchage de la reine, on pourrait dire, hein, d'un côté, et cette mort de Sacchini, qui fait que c'est très triste, parce qu'à partir du moment où il est mort, son opéra Oedipe à Cologne va connaître un succès phénoménal, plusieurs centaines de représentations jusqu'à l'époque romantique. Sacchini n'aura jamais connu le triomphe de son opéra. Mozart, à mon avis, le problème de Mozart ne vient pas de la reine, il vient de Mozart. Mozart, c'est quelqu'un qui a à l'époque 22 ans, mais qui a quand même une certaine suffisance, enfin, qui pense qu'il est un grand compositeur, qu'on va lui dérouler le tapis rouge, que ça va être un jeu d'enfant de s'insérer à Paris, qu'on va sûrement lui faire de très belles propositions à l'opéra, peut-être des postes intéressants. Mozart, cependant, est assez méchant sur les Français. Hein. Il dit énormément de choses, ces imbéciles de Français, ces nigauds de Français, etc. Il l'écrit énormément, il a certainement beaucoup dû le dire, il ne s'est donc pas fait que des amis. Et d'autre part, il n'a pas su avoir les bonnes recommandations. Il n'a pas su se mettre au service d'un aristocrate qui aurait pu vraiment lui faire rencontrer la reine. Il ne demande même pas, d'ailleurs, on n'a pas trace qu'il ait demandé une audience à la reine, parce qu'il s'y est très très mal pris et il a pensé que tout allait venir à lui. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il lui manque les codes, il lui manque certainement un certain nombre des comportements de base dans une société qui est quand même très très verrouillée à l'époque. Et voilà comment Mozart va finalement n'avoir aucune proposition intéressante, si ce n'est d'être organiste à la cour, ce qu'il ne veut pas. En tout cas, ça ne vient pas de la reine. Il ne va jamais la rencontrer. Donc, il ne faut pas oublier que Mozart et Marie-Antoinette se sont rencontrés quand ils avaient 6 ans, puisque Mozart a joué devant elle. Ils ont 3 mois de différence. Hein. Ils sont donc du même âge. Et ils ont joué, Mozart a joué à Schönbrunn devant la petite Marie-Antoinette de 6 ans. Ça aurait été si facile de rappeler cet événement. Et puis, bon, leur pays d'origine, tout ça était facile. Mais cette rencontre n'a pas eu lieu. Elle est terrible pour les historiens de la musique, comme pour les historiens tout court, parce qu'on aurait adoré cette rencontre entre la reine et Mozart, mais c'est vraiment le rendez-vous manqué. Alors, je crois qu'il faut d'abord bien dire à quel point l'opéra est considérable dans la vie quotidienne et même dans la vie politique. Parce qu'à l'époque, très rapidement, un air ou un chœur peut tout de suite être repris comme une sorte de flambeau, comme une sorte d'hymne. Ça n'existe pas, l'hymne national à l'époque, mais comme un chant de ralliement de ceux notamment qui défendent la famille royale. Donc n'oublions pas qu'on a déjà chez Gluck des pages qui sont éminemment liées à la reine, mais indirectement, parce que quand dans Iphigénie en Aulide, on chante le chœur « Chantons, célébrons notre reine », par exemple, qui est si célèbre, ou bien, alors évidemment, on ne parle pas de Marie-Antoinette, puisqu'on parle d'Iphigénie, hein, mais évidemment, le public va immédiatement faire le lien avec la reine. On ne pouvait pas, pendant tout le règne, chanter le chœur de Gluck « Chantons, célébrons notre reine », sans que toute la salle se retourne vers Marie-Antoinette. C'était une évidence. Quand on chantait que d'attrait, que de majesté, que de grâce, que de beauté, qui est un chœur de Gluck, toute la salle se retournait vers la reine. C'est-à-dire que les liens étaient très forts. Et puis arrive au début des années 80, 1780, cet opéra comique de Grétry qui s'appelle Richard Cœur de Lion, qui est certainement un des plus beaux opéras comiques français de l'époque, dans lequel le serviteur du roi chante un air qui va devenir une sorte de tube. Hein. C'est « Ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne et il n'y a que moi qui s'intéresse à ta personne ». C'est vraiment un air qui va bien avec les circonstances, c'est-à-dire les années 80, c'est que plus la monarchie va être menacée, plus les partisans du roi et de la reine vont se retrouver dans cet air « Ô Richard, ô mon roi ». Il suffit de traduire Richard par Louis et on a compris.
Et donc, cet air va donc être repris énormément, chanté partout, mais y compris dans des lieux qui n'ont rien à voir avec l'opéra. Ce sera vraiment un chant des patriotes pour la monarchie, enfin des monarchistes. Et alors arrive le 1er octobre 1789 avec le banquet des gardes à Versailles. Et pour vous montrer à quel point un air comme ça était connu, c'est qu'avant même que le roi et la reine n'arrivent dans le théâtre, dans l'opéra royal, c'est un immense banquet des gardes donc, qui a été autorisé, et ils ont déjà commencé à chanter au Richard au Montroy sans même savoir que le roi et la reine allaient venir. C'est vous dire que des gardes qui ne sont pas des musiciens ni des mélomanes forcément connaissent tous cet air. Alors, il se trouve que le roi et la reine vont venir, on va encore chanter au Richard au Montroy en leur présence, ainsi que d'autres grands airs connus à l'époque. Voilà, et c'est cette soirée dont on sait très très bien qu'elle s'est passée de façon extrêmement simple. C'était certainement un peu, voilà, il y avait un peu d'ébriété dans l'air peut-être, mais enfin c'est cette soirée qui va tout de suite être utilisée par les opposants à la monarchie comme une sorte de orgie contre-révolutionnaire, quelque chose de scandaleux. Et voilà comment, au Richard au Montroy, c'est la dernière partition de musique, enfin la dernière ère qui a été chantée à Versailles, puisque 5 jours plus tard, les Parisiens arrivent au château de Versailles et vont emmener définitivement le roi et la reine à Paris, et ils ne reviendront jamais à Versailles. Donc voilà comment un morceau de musique peut jouer un rôle politique, soit favorable dans certains cas, soit très problématique dans d'autres. Parce qu'en chantant au Richard au Montroy, ça donne l'illusion que le roi cherche de nouveaux partisans et de nouveaux soldats pour le défendre, ce qui va être très mal pris par la population parisienne. On sait très peu de choses sur la pratique de la reine au temple parce qu'il faut bien reconnaître que la source principale de tous les historiens, ce sont les mémoires de la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la fille aînée, la petite Marie-Thérèse, qui a 14 ans en gros au moment du temple et qui, elle, est la seule survivante de la Révolution et qui deviendra la duchesse d'Angoulême sous Louis XVIII et Charles X. Donc, elle a écrit ses mémoires et elle raconte bien entendu l'enfermement de ses parents au temple. Et Marie-Thérèse ne parle jamais de musique dans ses mémoires. Donc, pour beaucoup, on en a conclu qu'il n'y avait pas de musique et c'est tout, c'est comme ça. Après tout, le temple était quand même une prison. Mais en revanche, il y a 2 sources d'archives qui montrent le contraire. C'est que, incontestablement, il y avait un clavier, probablement un pianoforte dans le temple. Dans quel état était-il, c'est difficile, mais ces 2 documents d'archives montrent qu'à 3 mois d'intervalle, on a fait accorder ce piano, et c'est clairement écrit à chaque partition et accord du piano pour Marie-Antoinette, parce qu'on ne dit pas la reine, on ne dit plus la reine, hein, pour Marie-Antoinette. Et 3 mois plus tard, on recommence et on reprécise qu'on fait accorder le piano pour Marie-Antoinette. Donc évidemment, on n'a pas fait accorder le piano pour le plaisir de dépenser de l'argent. C'est une évidence que Marie-Antoinette joue sur ce piano, surtout dans les premiers mois au temple où elle a plus de liberté qu'à la fin, et donc qu'elle joue pour elle-même et pour tuer le temps et pour se donner un peu de plaisir et de bonheur, ça c'est une évidence. Et du coup, ça me semble tout à fait évident, étant donné le souci qu'elle a eu de l'éducation de ses enfants pendant toute sa vie, ça me paraît évident qu'elle a pu donner des cours de musique à la petite Marie-Thérèse, par exemple, parce que c'est aussi un moyen d'occuper des journées qui étaient mortellement ennuyeuses. Donc ces documents-là nous permettent de penser qu'il y a eu une présence de la musique, mais c'est évidemment, on a très 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 peu d'autres informations là-dessus. Je crois que mon livre est un livre qui d'abord fait un point en plus de 400 pages sur un domaine qui n'avait pas été étudié. Ça, il faut le reconnaître, il n'y a pas un livre sur le lien entre Marie-Antoinette et la musique. Et d'ailleurs, j'écris ce livre en historien de la musique et non pas en historien tout court. C'est-à-dire, mon sujet n'est pas l'histoire politique du règne ni les causes de la Révolution. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le lien avec la musique. Et en ça, c'est tout à fait nouveau. Ensuite, je pense que ce livre permet de voir la reine par une foule de détails que j'ai retrouvés, de voir la reine en son particulier, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire
c'est-à-dire dans sa vie intime, de voir avec quel enthousiasme, avec quelle passion, avec quelle avidité elle a envie non seulement de pratiquer la musique ou d'organiser des concerts, mais aussi d'apprendre, de poser des questions aux compositeurs. Elle les reçoit beaucoup, elle veut chanter de nouvelles partitions, elle se fait sans arrêt apporter des partitions nouvelles. Dès qu'elle est avec un compositeur, elle le bombarde de questions. Ça, c'est ce que je trouve très touchant chez elle, c'est cette volonté d'apprendre, de se cultiver en quelque sorte sur le plan musical, en plus du plaisir de pratiquer la musique. Et puis, je pense que ce livre combat aussi un certain nombre de clichés, ce fameux cliché qui a été tellement répandu d'une reine totalement inconstante, une espèce de petit oiseau qui papillonne, dépense l'argent et s'amuse. Eh bien, je crois que ce n'est pas du tout ce que montre mon livre. Mon livre montre en tout cas une constance, une régularité à faire de la musique tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans exception, soit en la pratiquant elle-même, soit en l'écoutant. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une phrase qui m'a beaucoup touché d'un mémorialiste qui dit, au moment où elle perd sa petite fille de 11 mois, la petite Sophie Béatrice, le mémorialiste dit « Il y avait 25 jours que la reine n'avait pas fait de musique ». C'est-à-dire que pour qu'il le signale, ça veut dire que c'était vraiment incroyable. 25 jours sans musique, ça n'arrivait jamais. Elle en faisait tous les jours. Donc, une constance, une régularité au travail qui n'est pas l'image habituelle qu'on a de la reine. Et puis, encore une fois, comment dirais-je, ce côté extraordinairement simple dans ses rapports privés. On sait bien qu'en public, elle gardait un côté un peu hautain parce qu'elle n'était pas très à l'aise, alors que dans les scènes que je raconte qui sont totalement privées, on voit une femme extraordinairement proche des autres et je dirais d'une grande simplicité et modestie.